Au sommaire de ce journal, le président de la République de retour à Nouakchott après avoir participé à Dakar à l'ouverture de la 9e édition du Forum mondial de l'eau. Le président indique dans son discours que le forum apportera une contribution substantielle aux efforts déployés à l'échelle planétaire. Le président de la République s'entretient en marge du forum avec le président du groupe de la Banque mondiale. Bonsoir à tous. Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a regagné Nouakchott en fin d'après-midi en provenance de Dakar après avoir pris part à la 9e édition du Forum mondial de l'eau sur invitation de son homologue sénégalais Macky Sall. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Umtounsi de Nouakchott par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré du ministre secrétaire général de la présidence de la République, de la ministre conseillère à la présidence, des membres du gouvernement, du chef d'état-major particulier du président, de la directrice adjointe de son cabinet, ainsi que le wali de Nouakchott-Ouest et de la vice-présidente du conseil régional de la capitale. À Dakar, le président de la République a prononcé un discours devant les participants à la 9e édition du Forum de l'eau, dans lequel il a indiqué que cette manifestation apportera une contribution substantielle aux efforts déployés à l'échelle planétaire en vue de trouver les solutions les plus à même d'universaliser l'accès satisfaisant à l'eau potable. Ceci pour assurer une gestion durable des ressources hydrauliques disponibles. Nous suivons le discours intégral du président de la République. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président du Conseil mondial de l'eau, Monsieur le Président de la Banque mondiale, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le Directeur général de la Société financière internationale, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières, Mesdames et Messieurs les organisateurs, honorables participants, je tiens tout d'abord à remercier mon ami et frère, Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, pour son aimable invitation ainsi que pour la chaleur de l'accueil et la qualité de la légendaire teranga sénégalaise. Je voudrais aussi féliciter Son Excellence pour la parfaite organisation de cette 9e édition du Forum mondial de l'eau sous le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement », forum qui se tient pour la toute première fois en Afrique subsaharienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, condition première pour l'émergence et la permanence de la vie, l'eau est une ressource absolument indispensable, requise en quantité et qualité appropriées
pour l'avènement de la civilisation humaine et son développement dans la diversité de ses aspects et la multiplicité de ses dimensions. Or, non seulement les sources de cette eau, si précieuses, ne sont pas équitablement réparties entre les différents pays, ni à l'intérieur de chacun d'entre eux, mais elles ne sont pas non plus inépuisables, même pour celles d'entre elles que le rythme des saisons et des cycles hydrologiques a ordinairement tendance à reconstituer. Aussi, la rareté de l'eau se fait ressentir de plus en plus fortement en de nombreux endroits du monde, sous l'effet conjugué des changements climatiques, de la forte augmentation des besoins induite par la croissance de la population mondiale, ainsi que la mauvaise gestion à l'échelle planétaire des sources hydriques. Plusieurs études convergent sur le fait que dans une dizaine d'années, si d'ici là, il n'y a pas de changement significatif dans notre approche de la problématique de l'eau, nous aurons, rien qu'en Afrique, des centaines de millions de personnes n'ayant pas un accès satisfaisant à l'eau potable et à l'assainissement. L'accès à l'eau potable constitue donc pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière un véritable défi, qui n'est pas seulement un défi de survie, mais aussi et fondamentalement un défi social, économique et politique. C'est là tout le sens du 6e objectif de développement durable, qui vise à assurer à l'horizon 2030 un accès universel à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. La République islamique de Mauritanie, victime de plusieurs décennies de sécheresse et de désertification, fortement affectée par les effets du changement climatique et l'irrégularité des précipitations, est confrontée, comme bien d'autres pays, aux défis relatifs à l'accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'à la mobilisation des ressources hydriques nécessaires à l'agriculture et à l'élevage. Pour faire face à ces défis, nous avons élaboré une nouvelle stratégie du secteur de l'hydraulique, en lien avec les objectifs de développement durable de 2030 et avec notre contribution nationale déterminée révisée pour la même échéance. Cette stratégie vise à mieux garantir de manière satisfaisante l'accès à l'eau potable pour toutes nos populations et particulièrement celles qui sont les plus vulnérables. Elle cible à cet effet, d'une part, l'amélioration de la connaissance des ressources hydriques exploitables, la rationalisation de leur utilisation, la mobilisation des financements requis pour la mise en place des infrastructures nécessaires et d'autre part, le renforcement de l'efficacité de la gestion commune des eaux du fleuve Sénégal, déjà exemplaire à bien des égards dans le cadre de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, dont on vient justement de célébrer le 50e anniversaire. Nous sommes convaincus qu'universaliser l'accès satisfaisant à cette ressource précieuse qu'est l'eau et assurer la durabilité de sa gestion pour les générations futures constitue une urgence de premier ordre pour l'humanité tout entière. Il va nous falloir ensemble changer profondément notre perception de la valeur de l'eau, ainsi que nos modes de production, nos techniques d'irrigation et nos processus industriels afin de les rendre moins polluants et plus économes en eau. Le Forum mondial de l'eau constitue un cadre idéal pour échanger et approfondir la réflexion à propos de toutes ces questions, en vue d'identifier et de promouvoir des actions concrètes et des solutions innovantes aux défis
qui leur sont liées. Je suis convaincu que cette 9e édition du dit Forum, par la qualité et la diversité de ses participants, apportera une contribution substantielle aux efforts déployés à l'échelle planétaire en vue de trouver les solutions les plus à même d'universaliser l'accès satisfaisant à l'eau potable et à l'assainissement et d'assurer une gestion durable des ressources hydriques disponibles. Je vous remercie. C'est donc le discours du président de la République au Forum de l'eau. Placé cette année sous le thème La sécurité de l'eau pour la paix et le développement, le Forum de Dakar réunit pendant 6 jours un parterre de dirigeants de certains pays ainsi que les ministres concernés par les questions de l'eau. Aux côtés des investisseurs et bailleurs de fonds, il s'agira lors de ces assises de formuler des recommandations susceptibles d'aplanir l'accès à l'eau sur le plan mondial. En marge du forum, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a eu des entretiens avec le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les domaines de coopération qui existent entre la Mauritanie et la Banque mondiale. Le président de la République a été salué à son arrivée à l'aéroport international de Dakar par une délégation sénégalaise de haut niveau conduite par le ministre d'État conseiller spécial du président sénégalais Ismaël Madior Fall ainsi que l'ambassadeur de Mauritanie au Sénégal Mohamed Yahya Ould-Teis, entouré du staff de l'ambassade et du consulat mauritanien et des Mauritaniens et des représentants de la colonie mauritanienne à Dakar.
Le chef de l'État avait quitté Nouakchott ce matin, destination de Dakar, salué son départ de l'aéroport international Oumtounsy de Nouakchott par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, de la ministre conseillère à la présidence de la République, des membres du gouvernement, du chef d'état-major particulier du président et d'autres personnalités de l'État. L'actualité en Mauritanie marquée ce jour par les travaux de la 6e session du comité régional de pilotage du projet d'autonomisation de la femme et du dividende démographique au Sahel, Suède. L'occasion pour le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Kane, de souligner que le projet Suède est devenu un exemple cité partout et qu'il leur revient de consolider, d'étendre et surtout de préserver en même temps et maintenant plutôt la barre de la performance. Malika Nekli. La question de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique est une priorité pour notre pays et ceux du Sahel, qui accorde une place centrale à l'inclusion des femmes, couches vulnérables et particulièrement à la femme et la jeune fille. C'est sur cette thématique que se tiennent les travaux de la 6e session de ce comité de pilotage du projet Suède en prévision de la réunion des ministres des pays du Sahel. Il s'agit pour moi de vous témoigner de toute ma gratitude pour l'excellent travail que vous avez fait pour faciliter la tenue de cette importante rencontre qui prépare celle des ministres du jeudi prochain, Inch'Allah. Je voudrais aussi saluer cet élan de solidarité que j'ai ressenti chez chacun et chacune d'entre vous tout au long de l'année écoulée de mon mandat de président du comité régional de pilotage du Suède. Votre franche collaboration et la cordiale entente entre les équipes pays et régionales ont été une source d'énergie à la base de tous les résultats engrangés. Le travail exceptionnel que réalise notre projet est devenu un exemple cité partout et qu'il nous revient de consolider, d'étendre et surtout de préserver en maintenant haut la barre de la performance. Il est clair, 2 années de léthargie provoquées par la pandémie de la COVID-19 ont bridé nos efforts et freiné notre cheminement vers l'élimination de toutes les formes de vulnérabilité qui inhibent le potentiel de nos braves femmes. Pourtant, malgré cette contrainte majeure, nous avons continué à travailler ensemble et puis réaliser des résultats appréciables qui démontrent la capacité de résilience du projet et la pertinence de ses interventions dans tout contexte. Je voudrais aussi témoigner de ma gratitude pour la collaboration franche et l'appui constant que vous avez apporté à l'unité de coordination du projet Suède-Mauritanie pour l'organisation de cette importante rencontre. Vos contributions et vos conseils ont grandement facilité le travail de préparation entrepris. Je souhaite vous remercier pour cette marque de sympathie à l'égard de notre unité de coordination du projet, à l'égard de notre pays, la Mauritanie. C'est une semaine où beaucoup de directions stratégiques vont être définies. Il y a notre comité suprême, le comité régional de pilotage qui va se réunir le 24 mars. Le Fonds des Nations Unies pour la population a compris, depuis la conférence internationale sur la population et le développement au Caire en 1994 et récemment réitéré lors du sommet de Nairobi en 2019, que le développement des peuples passera par l'exploitation optimale de sa dynamique de population. C'est en cela que l'accès aux droits et aux services de santé sexuelle et reproductive a été érigé en priorité dans les plans stratégiques successifs de l'UNFPA en vue de l'exploitation du potentiel des jeunes et des femmes et l'atteinte des objectifs de développement durable. Continuer le travail qu'on a commencé
depuis 2015 et continuer à faire ce qu'on a planifié pour 2022. Le commencement 2021, le commencement de phase 2 du projet Suède. La ville de Tintin a été marquée par l'inauguration du nouveau siège de la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments et des consommables. Le nouveau bâtiment inauguré par le ministre de la Santé, Sidi Zahaf, comprend 2 magasins pour la conservation des médicaments, une salle pour la préparation des médicaments et des bureaux administratifs. Amina Zaka nous en dit plus. Bonne nouvelle pour les habitants de la ville d'Ayoun, car leur cité dispose désormais d'une unité de scanner, ce qui évitera aux populations de cette ville de se déplacer vers les grandes villes comme Nouakchott. Et c'est le ministre de la Santé, Dr Sidoul Zahav, qui a supervisé l'inauguration de l'unité sur place. Le patron de la santé a indiqué que cette nouvelle unité permettra au personnel soignant d'améliorer la qualité de leur service, indiquant que le scanner a été acheminé de la ville de Kifa à la ville d'Ayoun. Ensuite, le ministre s'est rendu dans les différents services que compte cette structure sanitaire. Il s'est rendu tour à tour à l'unité de dialyse, à l'unité de la Covid-19, à la maternité et aux urgences avant de tenir une réunion avec les responsables du centre au cours de laquelle il a mis l'accent sur la nécessité de l'amélioration des prestations car ce centre est important car, dira-t-il, l'année dernière, plus de 16 000 consultations ont été effectuées au niveau du centre d'Ayoun. Après Ayoun, c'est à Tintin que le ministre a supervisé l'ouverture du nouveau siège de la centrale d'achat des médicaments et des consommables. En marge de la cérémonie, Sidoul Zahav va visiter le centre médical de la ville où il s'est informé sur le déroulement du travail dans les différents services que compte cette structure sanitaire. Ensuite, le directeur du nouveau siège a indiqué que ce siège comprend 2 magasins pour la conservation des médicaments, d'une salle pour la préparation des médicaments et des bureaux administratifs, indiquant que l'inauguration du centre va sans nul doute améliorer les prestations sanitaires dans la ville. Voilà, son homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Sid Ahmed Mohamed, vient lui d'achever une visite dans des villages relevant de la Moukata de Bassignou et d'Abdel Bagrou, situés le long de la frontière avec le Mali. Le ministre a appelé les populations des zones visitées à faire preuve de vigilance et de s'éloigner des zones dites dangereuses en territoire malien. Mohamed Khattab. Dans le cadre de sa visite de prise de contact et d'information au Hod Charri, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, a tenu en compagnie du Wali du Hod Charri, M. Isselmou El Sidi, une série de réunions avec les habitants des villages de Bouanz, El Qourab, Beni et Bougle dans la Moukata'a de Abdel Bagrou. Au cours de ces différentes réunions, le ministre a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Qazouani, visant à permettre aux populations de ces zones d'accéder aux services de base et à améliorer leurs conditions de vie dans leur terroir. Une visite consacrée, dit-il, aux défis auxquels font face ces villages, en vue de les surmonter en exécution de la vision du président de la République. Il a ajouté que l'État est déterminé à assurer la sécurité et la quiétude des populations dans le pays, rappelant les mesures prises par la Mauritanie et le Mali pour dévoiler les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les événements douloureux intervenus sur le territoire malien. Le ministre a appelé les populations des zones visitées à faire preuve de vigilance et de s'éloigner des zones dangereuses en territoire malien qui connaissent actuellement des turbulences sécuritaires. Pour leur part, les populations de ces différents villages se sont félicitées de cette visite qui prouve, ont-elles dit, l'intérêt particulier que leur accorde le président de la République, son Excellence M. Mohamed El Cheikh El Qazouani, ce qui s'explique par les nombreuses délégations officielles qui ont visité la zone. La réunion a été l'occasion pour ces différentes populations d'exprimer un certain nombre de revendications portant sur l'eau, la santé, l'enseignement et les aliments de bétail. Le maire de la commune de Abdel Bagrou, M. Sidi El Mokhtar Ouliouba, s'est exprimé au nom des populations pour remercier le président de la République pour cette attention particulière, surtout suite aux derniers incidents survenus au Mali. Il est à noter qu'en réponse aux doléances des populations, le ministre a souligné que le président de la République a donné des instructions à tous les départements concernés pour qu'ils permettent aux populations de ces zones d'accéder aux services de base durant cette année marquée par la faiblesse des pluies.
En retour à Nouakchott qui a abrité ce lundi les travaux de la réunion régionale des points focaux de la plateforme coopération judiciaire du Sahel, du G5 Sahel et des institutions spécialisées dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. L'objectif de la réunion est de mieux comprendre les mécanismes du protocole d'accord signé à N'Djamena fin 2021. Abdullah Damaba. Ces rencontres comptent mettre en avant et mieux interpréter le protocole d'accord signé à N'Djamena afin d'approfondir les modalités de mise en œuvre et discuter de l'exécution des requêtes d'entraide judiciaire. Cette plateforme de coopération judiciaire des 5 pays du G5 Sahel et du Sénégal vise aussi à lutter contre le terrorisme. Amadou Qassem, conseiller technique par ailleurs, secrétaire général par intérim du ministre de la Justice, a affirmé que ces réunions est organisée dans le sillage de la Convention des Nations Unies contre le crime organisé et le terrorisme. Cette convention, dit-il, est un moyen de lutter contre l'impunité. Il a enfin déclaré que la Mauritanie a mis en œuvre ces dernières années une stratégie dans ce domaine qui a servi de modèle à l'échelle régionale. Cet atelier a pour objectif de définir les meilleures stratégies de mise en application du protocole d'accord entre la PCGS et la PCMS et ainsi améliorer la coopération judiciaire et policière entre les pays du Sahel en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Dans ce cadre, je tiens à souligner et saluer l'initiative de ce protocole d'accord qui est d'une grande importance pour les pays de la région du Sahel. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 4 jours. La radicalisation et l'extrémisme violent, il en était question également dans le cadre d'un atelier organisé conjointement par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, l'Organisation internationale pour la migration OIM et le groupe des 5 pays du G5 Sahel. Le point avec Aminata Khan. Prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent en échangeant sur les bonnes pratiques, c'est la quintessence de cette rencontre organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le conseiller juridique secrétaire par intérim, Jemal Ould Cheikh Ahmed, a d'emblée indiqué que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent occupe une place de choix dans les orientations du président de la République. M. Jemal Ould Cheikh Ahmed a précisé que cet intérêt avait été clairement exprimé lors des rencontres avec les médias et les oulémas dans le but de combattre ce phénomène étranger aux valeurs et idéaux de notre société qui est pacifique. Et cela s'est matérialisé selon lui par les débats et les concertations entre les oulémas et les imams. Lui succédant, M. Boubacar Seybou, représentant résident de l'OIM dans notre pays, a déclaré en substance. L'État a ainsi mis en place un dispositif national de lutte contre le terrorisme dans le cadre d'une vision globale où les facteurs de sécurité et ceux du développement, sachant bien que ces deux fléaux sont étroitement donc liés et interdépendants. Le travail de déradicalisation accompli ces dernières années par les oulémas et on se rappelle bien sûr de ce travail au niveau des prisons fait d'ailleurs figure d'exemple dans la région et le reste du monde. Il est à noter que la rencontre va donner lieu à l'examen d'un projet de stratégie de communication spécialement élaboré pour combattre l'extrémisme violent et la dérive. Ils sont communément appelés Magola. Il s'agit des enfants victimes à la naissance du syndrome de Down, un trouble héréditaire causé par la présence de copies supplémentaires de chromosome 21. Aujourd'hui était la journée qui leur est dédiée sur le plan mondial et l'occasion pour l'association Oui aux enfants victimes du syndrome de Down de célébrer cet anniversaire dans le but de mieux faire connaître cette pathologie et de faire un plaidoyer en faveur de l'intégration des enfants victimes de ce syndrome. Abdullah Damaba. Cette journée mondiale du syndrome Down a été célébrée cette année sous le thème « Ne laissez personne pour compte ». Cet événement a été organisé par le Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap. La conseillère du ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a mis en avant la nécessité de protéger cette frange de la société. Elle a aussi souligné que la protection et l'appui à cette couche
est certes du ressort des pouvoirs publics, mais aussi de la société civile. Enfin, elle a rappelé les différents mécanismes qui ont été mis en place par les autorités. Quant au secrétaire général de l'association des enfants atteints de retard de langage, il a affirmé que la célébration de cette journée rentre dans le cadre de l'appui apporté à cette couche de la société. Il a aussi fait part des différents acquis du point de vue éducatif et social en faveur de ces enfants. Plusieurs autres responsables qui ont participé à cette cérémonie ont pris la parole. Hier soir, l'association ENA, autrement dit Moi et le syndrome de Down, a organisé une soirée dans la commune de Théaret à l'occasion de la journée mondiale du syndrome de Down. La soirée à laquelle a été conviés des parents d'enfants victimes de ce syndrome a été émaillée par des exposés pour faire connaître cette maladie héréditaire et les comportements et attitudes devront être observés pour combler le retard psychique chez ces enfants. Hier se sont clôturés à l'Académie diplomatique de Nouakchott des travaux des forums nationaux de la recherche scientifique et de l'innovation. Ces forums avaient pour but de promouvoir la recherche scientifique de manière efficace au service du développement local. Bokar Bailaba. La Mauritanie s'engage à booster la recherche scientifique au service du développement local. D'ailleurs, la tenue des symposiums du 18 au 20 mars à Nouakchott a permis de rassembler les acteurs et les intéressés par la recherche scientifique pour se concerter et élaborer une feuille de route afin de relever les défis posés. Ils s'accordent à dire que la recherche scientifique ne peut avoir ses lettres de noblesse que si elle bénéficie d'un accompagnement continu. Et à ce sujet, les pouvoirs publics ont déjà mis en œuvre une stratégie de recherche scientifique et d'innovation basée sur une vision nationale de la recherche et de l'innovation comme levier de développement économique et social. Et dans son allocution prononcée à l'occasion de la clôture des travaux, le directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, Ahmed El Mouna, a salué les résultats de l'organisation du forum en offrant l'opportunité à des personnalités émérites et créatives de bénéficier de leurs connaissances dans divers domaines et de présenter les produits issus du savoir-faire mauritanien. Il a précisé que les résultats des travaux guideront les activités et projets de recherche scientifique au cours des 3 prochaines années. En d'autres termes, les recommandations émises par les forums seront un guide pour l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation dans le domaine de l'orientation, la sélection et le financement des projets de recherche scientifique. À noter que les activités du forum ont été marquées par la tenue de plusieurs conférences et une exposition de produits locaux traditionnels à laquelle ont participé un grand nombre de producteurs, créateurs et industriels mauritaniens. Autre clôture, celle relative à la session de formation interactive à laquelle ont pris part une quarantaine de journalistes issus des différents organes de presse publique. Les participants à cette session ont été édifiés sur le contenu numérique et les techniques de vérification des informations. Amina Khalil. Ont pris part à cette session de formation 40 journalistes venus des médias publics et privés. Une première session interactive organisée par l'Association des journalistes et techniciens de Mauritanie en collaboration avec le syndicat des journalistes de Mauritanie et la région de Nouakchott. Elle a porté, entre autres, sur le contenu numérique et les techniques de vérification de l'information. Lors de son mot pour l'occasion, le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Ahmed Talib El Madoum, a rappelé certains objectifs de l'action du syndicat, dont la concertation et la coordination avec les instances journalistiques du pays afin de regrouper sous le drapeau de l'Union tous les acteurs de production multimédia et du domaine de l'information en Mauritanie. M. Ahmed Talib El Madoum, qui a résumé l'objectif de son syndicat dans la promotion de la profession du journaliste, l'amélioration de ses conditions de travail et l'œuvre à résoudre les problèmes qui entravent sa progression. Cette première session de formation a été encadrée par le coach international agréé, M. Mohamed Remin ou Mohamed El Mami, et a été l'occasion de faire de présentations et exposés sur la nature du contenu numérique et les bases de production multimédia, en plus des techniques de vérification de l'information, de ses ressources et objectifs de diffusion. La présente formation s'inscrit dans le cadre de plusieurs autres du genre, d'après M. Cherivoul El Arbi, président de l'association organisatrice de la formation. Elle vise, poursuit-il, le renforcement des capacités des jeunes journalistes et leur accompagnement dans l'exercice de leurs tâches incessamment en évolution.
celle de production multimédia et de diffusion de l'information dans les règles de la déontologie. La clôture de cette session de formation interactive, qui sera suivie de plusieurs autres, a été l'occasion de délivrer des attestations aux participants qui se sont outillés de nouveaux moyens leur permettant, entre autres, le traitement des bases de données et des moteurs de recherche. Dernier chiffre à présent relatif à la pandémie Covid-19 en Mauritanie. Ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a enregistré 3 nouvelles contaminations et 2 guérisons, sans faire mention de décès. Et comme chaque lundi, le département de la santé tient un point de presse pour donner le bilan des cas d'infection, de guérison et de décès relevés durant la semaine écoulée. Je vous invite à suivre ce point de presse. Nouveaux tests effectués au cours de la semaine, 7243, dont 5791 TDR et 1452 PCR. Cumul des tests effectués depuis le début de la pandémie, 917 668, dont 669 241 TDR et 219 169 PCR. Nouveaux cas au cours de la semaine, 4 personnes. Nouveaux cas guérison, 18. Cumul des cas positifs, soit 58 662, dont 57 672 sont guéris. Tests attendus au cours de la semaine, 10 500, ont été réalisés 7 243, soit 69% de performance de pistage. Les cas positifs par région. Haoud Sharqi 0, Haoud Gharbi 0, Asaba 1 cas, Gorgol, Brakna, Trarza, Adrar, Dakhlet Nouadhib, Taganet, Guidimaga, Tir Zamour et Enchiri 0 cas, Nouakchott Ouest 2 cas, Nouakchott Nord 1 cas et Nouakchott Sud 0 cas. Donc les cas hospitalisés, c'est une seule personne, dont une seule personne sont graves, c'est-à-dire sous l'oxygène, 0 décès, et les sorties au cours de la semaine des structures hospitalières, 4 personnes, soit un cumul hospitalisé depuis le début de la pandémie de 5 876 cas, dont 1375 sont des cas graves, et 981 décès, malheureusement, et sont sortis des hôpitaux, 4 264. L'évolution de la courbe, elle tend vers 0, vous voyez. Le rapport hebdomadaire de la couverture globale pour la tranche d'âge 12-17 ans, une couverture pour les personnes ayant reçu au moins une dose, 25,38%, pour les personnes complètement vaccinées, 3,65%, et pour les personnes bénéficiant d'une dose de rappel, 0,20%. Pour les personnes dont l'âge supérieur à 17 ans, personnes ayant reçu au moins une dose, 62,18%, et personnes complètement vaccinées, 46,52%, et les personnes bénéficiant d'une dose de rappel est de 1,77%. Voilà, sur cette page santé que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République de retour à Nouakchott après avoir assisté à Dakar à l'ouverture de la 9e édition du Forum mondial de l'eau. Le chef de l'État indique dans son discours que le forum apportera une contribution substantielle aux efforts déployés à l'échelle planétaire concernant l'eau. Mohamed Al-Ghazouani s'entretient en marge du forum avec le président du groupe de la Banque mondiale. Voilà, dans quelques instants, votre émission Zoom sur, présentée par Yed Alifel. Bonne soirée.